ce numéro d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous une invitée de marque, une artiste plasticienne d'Oran, une artiste connue notamment en tant que photographe, mais c'est surtout son travail acharné dans le domaine de la fantasia que cette dernière s'est démarquée et s'est imposée comme une figure centrale du genre, notamment avec ce très bel ouvrage Fantasia, une mémoire, un art, un ouvrage considéré comme une référence d'ailleurs par beaucoup de personnes. Donc elle sera parmi nous dans un tout petit moment pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on vous dit à tout de suite, juste après ceci. On se retrouve, mesdames et messieurs, avec notre invitée du jour, une artiste plasticienne derrière l'ouvrage, aujourd'hui considérée comme la référence dans le domaine de la fantasia. Fantasia, une mémoire, un art, Madame Lila Boutamine. Madame Boutamine, marhaba bik. Merci beaucoup de répondre présente à cette invitation pour partager un café avec nous et parler un peu de votre parcours et de votre passion. Merci de votre invitation, Ilyes. C'est un plaisir d'être parmi vous. Tout le plaisir est pour nous. Tout le plaisir est pour nous. Alors, Madame Boutamine, comme je l'ai dit juste à l'instant, vous êtes l'auteur derrière l'ouvrage aujourd'hui considéré comme la référence, Fantasia, une mémoire, un art. Avant de commencer de parler de votre parcours, pourquoi ce sujet? Pourquoi la fantasia vous intéresse-t-elle tant? Je vais vous répondre honnêtement. À chaque fois, on me pose cette question et à chaque fois, ma réponse évolue ou elle fluctue, on va dire. Parce qu'avec le recul, cet ouvrage, je l'ai fait il y a 10 années de cela, 10 années en arrière. 10 ans déjà. J'ai commencé à travailler sur cet ouvrage en 2019 déjà, pour vous dire. Et en 2009. 10 ans, 2014. Qui a été publié en 2011. 2009, exactement. Oui. Donc c'était en 2009. La première exposition d'ailleurs sur la fantasia que j'avais faite était en 2009 à la Galerie de la Sonatrach, ici même à Oran. C'était quand même de grandes fresques de plus de 2 mètres, etc. Non, la première exposition était plus modeste. Ah d'accord, d'accord. C'était mes balbutiements dans la fantasia. Je suis plasticienne et la peinture équestre était ma passion à l'époque. Et il me fallait des supports. Je ne voulais pas copier d'autres artistes, je ne voulais pas avoir une vision orientaliste, je voulais une vision très contemporaine de ce qui était notre culture et notre équitation. À ce moment-là, je suis descendue sur le terrain. J'ai pris mes premiers clichés de la fantasia, parce qu'à la base, j'étais spécialisée en photographie industrielle pour vous sachiez. Et mes premiers clichés sur la fantasia, c'était en 2009. Ma première exposition en 2009, ici à la Galerie de la Sonatrach. Et après cela, je voulais me documenter. C'était beau, c'était magnifique, c'était très esthétique. Il y avait une matière chorégraphique équestre que j'avais peinte, repeinte. Et je voulais lire à ce sujet-là et je voulais apprendre sur ce qu'était la fantasia réellement. Je n'ai pas trouvé d'ouvrage, aucun, pour vous dire. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire? Donc l'idée est venue comme ça. Tout à fait, aussi simplement que ça. Et y a-t-il eu un élément déclencheur de votre passion qui perdure jusqu'à présent? Un élément déclencheur de cette passion. Une rencontre peut-être ou quelque chose qui a fait en sorte que cette thématique devient votre sujet de prédilection, on va dire. On va dire que c'était la rencontre avec mon identité culturelle aussi, que j'ignorais. Vous savez, moi je suis citadine. Et l'identité culturelle, qui est un élément très important de l'identité nationale, se cultive, il se forme avec l'histoire, avec la géographie, mais surtout avec nos us et coutumes et aussi dans la ruralité. C'est notre ruralité qui a conservé ce que nous sommes. Et j'avais découvert que la fantasia, à travers ma première exposition, j'avais découvert que c'était un élément fédérateur. Et tout le monde se reconnaissait dans cela. Et j'avais compris tout de suite sa valeur par rapport à notre patrimoine, ce qu'elle constituait au sein de ce patrimoine et qu'elle cristallisait un petit peu l'identité culturelle. Et l'identité culturelle, c'était ce à quoi, ou c'était la chose qui rassemblait, qui fédérait. Et tout le monde se reconnaissait dans cela, y compris moi. Et c'était ça le déclencheur, c'était un renouement avec ma propre identité culturelle, moi qui ne connaissais pas le monde rural comme il se devait, parce que j'avais été isolée, j'avais été élevée, j'ai grandi, je suis née en ville comme la majorité des Algériens. Et à ce moment-là, cette rencontre-là m'avait frappée, elle m'avait interpellée, comme elle a
avait interpellé beaucoup de personnes qui sont venues, qui ont visité ma première exposition à ce sujet. Donc, Madame Lila, maintenant, on va un peu s'intéresser à vous en tant que personne. Vous n'avez pas fait des études d'art à part entière, en tout cas, vous avez fait des études de finance. Tout à fait. C'était donc à l'université d'Alger. J'avais fait l'école supérieure de commerce d'Alger. Ensuite, j'avais enchaîné sur HEC Genève. Oui. Toujours en finance et en gestion de marchés internationaux. Donc, est-ce que votre personnalité artistique, on va dire, est née après votre cursus universitaire ou votre cursus pédagogique, on va dire, ou est-ce que vous avez toujours baigné dans... Ça a toujours été, mon expression de prédilection a toujours été une expression à travers l'art. Depuis toute jeune, je peins. La peinture ne me quittait pas, j'écrivais, je peignais. Mais je n'avais pas développé cela en tant que profession parce que mes études m'avaient destinée à un autre monde. Et ici en Algérie, ma sœur avait fait les Beaux-Arts et j'étais le plus souvent avec elle sur les bancs des Beaux-Arts d'Alger. Une fois en Suisse aussi, j'étais sur les bancs de l'Université des Beaux-Arts de Genève. Et je négligeais un petit peu mes cours à moi en finance. Ah, donc vous n'avez jamais négligé votre passion ou délaissé votre passion? Non, elle était toujours là. Même si je n'en faisais pas une profession, elle était toujours là. Et quand je suis revenue ici en Algérie, ma première entreprise ici, je suis rentrée sur Oran pour vous dire, était dans le domaine de l'esthétique et de l'aménagement d'intérieur, c'est ça? De l'aménagement. C'était toujours un aménagement qui était ciblé autour de ce qui était identité. Et ça m'a toujours interpellée et ça m'a toujours... C'était gratifiant de pouvoir participer à cela, à voir notre identité affichée un petit peu partout et ne pas répondre à des standards vides de sens. C'était ça que je voulais faire. Et ça s'est développé au fur et à mesure parce que l'aménagement appelait aussi certaines photographies, l'installation de certaines photographies dans certains lieux. C'était une communication à travers l'art et à travers l'identité. C'était une valorisation plus exactement des utilités à travers l'identité aussi, joindre ces utilités à ce qui était identitaire. C'est un concept assez nouveau d'ailleurs, je pense. C'était un concept que j'avais, oui, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, oui. C'était novateur. Et comme j'avais fait une école de finance, mon travail c'était l'entreprise, c'était monter une entreprise. Maintenant le domaine restait à ma propre appréciation et j'ai voulu travailler dans ce sens-là. J'ai voulu qu'il y ait un service culturel et artistique. Et le service culturel et artistique à l'époque n'existait pas en Algérie. Même à l'étranger, c'était un concept qui était un petit peu obsolète. On était sur une communication, mais sur ce type de communication-là qui était très identitaire, il y avait des balbutiements ici et là. À plus forte raison sur un pays comme le nôtre qui avait traversé une période de déculturation. Il fallait revenir à quelque chose qui nous ancrait, qui nous rassemblait et qui fédérait. Et j'avais choisi ce chemin-là à l'époque. Donc je le reprécise à nos chers téléspectateurs, donc le livre s'appelle Fantasia, une mémoire, un art. Qui n'est pas un livre photo aussi, hein, pour les gens, c'est un triptyque, exactement. On va en parler, donc il y a déjà des photos sont accompagnées de descriptions. C'est des photos d'illustration, on va dire. Et on va suivre aussi une histoire aussi. Tout à fait, chaque photo est à sa place. Avec ses nuances, ses différences par région. L'histoire de l'équitation traditionnelle. J'aime beaucoup ce sous-titre, une mémoire, un art. Donc déjà le temps artistique est donné dès le début. Tout à fait, parce qu'à la base, moi je suis artiste et ma vision première était une vision de cette matière chorégraphique équestre. C'était ça qui m'avait attiré en premier. Donc avant tout, vous précisez clairement que ce n'est pas un livre historique, c'est plus un regard d'artiste sur le sujet. C'est un regard d'artiste après qui a joint une recherche historique et une recherche socio-culturelle et une analyse esthétique aussi de l'œuvre. Ce qui était à la base un corpus photographique simple, on va dire un corpus photographique simple, qui se revendique de l'identité culturelle d'un pays, on va dire, d'une région de l'Afrique du Nord. Ça a commencé comme ça? Ça a commencé comme photographique? Tout à fait, exactement. C'est transformé après en recherche historique sur l'équitation traditionnelle algérienne. Après, une autre question est venue, mais qu'est-ce qui a fait que cette équitation traditionnelle a perduré et qu'elle nous est parvenue sous cette forme-là? C'était le glissement de l'utilité de cette équitation traditionnelle. Et sur un troisième volet, comment on pouvait raconter notre équitation en tant qu'art, puisque sur l'ensemble du
du monde, on réfute les arts traditionnels qui sont issus de sociétés dites émergentes. Alors que dans notre compréhension, nous, de l'art, l'équitation traditionnelle qui est Fantasia, qui n'est pas le fait d'un atavisme primaire, est un art. Ça n'a jamais discontinué depuis son apparition. Exactement. On n'est pas dans un concept de folklorisation. On est vraiment dans cette conservation identitaire. Vous savez, le patrimoine est partagé en deux fractions. Il y a un patrimoine matériel et un patrimoine immatériel. L'UNESCO aussi a classifié le patrimoine en général en patrimoine à valeur d'usage, comme le patrimoine matériel, qui est les paysages, la nature, la géographie. Et il y a un patrimoine à préserver. Ça s'appelle, je me rappelle si ma mémoire est bonne, un patrimoine de conservation ou de pérennisation. Voilà. À ce moment-là, nous avons un devoir face à ce patrimoine et celui de le recevoir de nos ancêtres comme un legs, de le vivre actuellement, mais aussi de le transmettre, de ne pas le corrompre. Il y avait un concept aussi d'Hannah Arendt qui parlait de la difficulté de ces arts traditionnels à traverser le temps face à la modernité ambiante qui est la transformation de l'objet culturel en matière commerciale, comme ça s'est passé dans des pays voisins. Exactement, pour la Fantasia. Toute la difficulté de ces formes traditionnelles, c'est de les étudier, de les observer dans leur environnement, c'est-à-dire dans une occurrence réelle. Parce que au-delà de cette œuvre qu'on voit là, il y a une diégétique, ça veut dire que l'œuvre, elle dépasse le cadre même. Oui. C'est tout ce qu'il y a autour qui fait la Fantasia. C'est tout ce qu'il y a autour qui fait l'authenticité de la Fantasia. Oui, maintenant, les tout à fait, c'est les fêtes votives, c'est l'occurrence même. Maintenant, si on extrait cette forme de son environnement, on l'emmène ailleurs, ça devient une folklorisation, une représentation de cette représentation qui elle-même perd tout son sens. Et on n'arrive pas à retrouver l'authenticité, ni ce qui fait l'essentiel même de la Fantasia. Tout à fait, c'est un spectacle équestre à but folklorique ou à but lucratif parfois, oui. Parce qu'on encaisse oui, sur et il y a même aussi le temps un peu péjoratif. Tout à fait. La folklorisation. Oui, de ce spectacle. Dans le mot, je ne dis pas folklore. Hein. Le folklore est quelque chose de positif. Oui. La folklorisation et la corruption de ce folklore, c'est ça qui est dommageable. C'est ça qui risque d'atteindre ces formes traditionnelles. Et là, pour les sauvegarder, on ne doit pas avoir affaire à un volontarisme idéologique ou politique. Non, on doit juste respecter cette forme et respecter le tissu conjonctif qui fait émerger cette forme. Elle ne doit pas être soumise à l'impératif de la modernité qui est de l'institutionnaliser forcément ou de la sportiver aussi. On doit respecter ce qui a fait cette Fantasia et ce qui l'a amené jusqu'à aujourd'hui à nous et de l'accompagner en exerçant peut-être une influence sur l'environnement de la Fantasia, ce qui nourrit la Fantasia et non sur la Fantasia elle-même, c'est très important. Et aussi voilà. De la laisser un peu dans l'air du temps, elle s'adapte. Moderne. Je vais vous raconter une chose. Ces formes traditionnelles, elles ont traversé combien de siècles? Chaque siècle quand on était en 1800 pour les gens de 1800, c'était la contemporanéité. Quand on était en 1700 pour les gens de 1700, pour ces citoyens, c'était la contemporanéité. Maintenant, en 2020, c'est l'ère contemporaine. Seulement, nous n'avons exercé aucune influence sur la Fantasia. C'est sa flexibilité qui a fait qu'elle nous soit parvenue sous cette forme-là. On n'est pas intervenu. Donc pourquoi voudrait-on aujourd'hui, sous couvert de modernité, rompre le lien qu'il y a eu entre la version, le passé de la Fantasia et sa version contemporaine, alors que c'est elle qui s'est adaptée. On reste sur l'essence même la structure même de la Fantasia, son essence est la même. Tout ce qui a changé, c'est les moyens. Par exemple, avant, on avait une Fantasia avec des fers. Maintenant, on a introduit l'arme à feu. Et c'est ce qui va permettre à cet esprit de rester et de perdurer. On n'a pas à intervenir directement. Voilà. C'est aussi un art qui a gardé un peu toute sa noblesse par rapport à d'autres on va dire, arts traditionnels, voire même comme la corrida, par exemple, qui lui est beaucoup plus violent. Je vais être honnête avec vous. Même la Fantasia, il y avait des images de violence qu'on pouvait voir il y a quelques siècles en arrière ou il y a quelques temps. Parce que ça dépend de l'utilité de l'art. L'art équestre, à la base,
était un art martial, synégétique et aussi un art qui servait à vivre. La vie du cavalier dépendait de sa montre Mais traditionnelle. c'est un art où le cavalier et son cheval Faisait qu'un. oui. Mais à ce moment-là, il y avait l'impératif de la survie. Donc on voyait des étriers qui étaient plus durs, on voyait des morts qui étaient plus durs avec le cheval parce qu'il y avait la survie du cavalier qui dépend. Il faut le mettre dans son contexte. Oui. Exact. Maintenant, avec le temps, tout cela a changé. C'est ce que je vous dis. La flexibilité est allée dans le sens du respect de l'animal, du respect de l'homme, du respect de la monte et de cette synergie entre animal et cavalier. C'est toute la beauté, c'est cette flexibilité. À ce moment-là, on ne peut pas dire que la fantasia est plus noble que la corrida. On peut dire que la fantasia a su évoluer dans un sens humain. Exactement. Tandis que la corrida est restée cet ego de l'homme qui voulait prouver sa suprématie, ce dualisme entre lui et l'animal, dualité entre l'aspect animal et humain. Ça reste comme un spectacle, c'est violent. C'est violent. Oui. C'est vraiment un ego qui s'exprime. Maintenant, sur la fantasia, ce n'est pas un ego. C'est une symbiose. C'est vraiment une synergie entre l'animal et l'humain, entre l'humain et son environnement et la nature. C'est toute la beauté de cet art qui est exprimée à travers quelques exercices, on va dire équestres, une montre traditionnelle, un spectacle de paix qui ne représente plus la guerre, il n'est plus martial en ce moment. Voilà. Et je pense que c'est ce qui a maintenu la vie de la fantasia actuelle. Et maintenant, il y a une question qui m'intéresse, c'est par rapport au travail de recherche. Étant donné que, comme vous l'avez dit, c'est plus une tradition qui se transmet par l'oralité, c'est par le mimisme, on va dire. Et donc, comment valider vos sources, on va dire, pour la rédaction de cet ouvrage. Donc cet ouvrage qui est quand même impressionnant. 4 années de recherche. 4 années de recherche. De recoupement d'informations. Quand je vous disais Raoul Cortaz, quand je vous disais El Boria, quand je vous disais aussi les écrits d'El-Qindi, quand je vous disais Shi'ar al-Fursan, Huliyat al-Fursan ou Shi'ar al-Shuj'an, quand je vous dis Al-Nasiri. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de recherches sur des écrits qui jalonnait la vie nord-africaine en général, et je cherchais les éléments qui traduisaient, parce que l'équitation était au centre de la vie rurale à l'époque, parce que c'est une vie tribale, et l'équitation était ce moyen de se défendre, de chasser, synégétique, martial, de se défendre. Il était au centre de la vie, donc on le retrouvait peut-être distillé, pas comme ça en consistance, mais distillé dans tous les écrits qui traitent de l'Afrique du Nord. Donc il fallait refaire et relire tous ces ouvrages qui apportaient chacun à sa manière une information, une date, une vision de ce qu'était la fantasia à l'époque, de ces manifestations équestres traditionnelles. Et jalonner le glissement de ces manifestations et comment on est arrivé à cette version contemporaine de la fantasia. Donc c'était tout ça et franchement les lectures étaient plaisantes, agréables, on en apprend sur notre identité, sur la cristallisation de notre identité aussi à travers l'identité culturelle. C'est pour ça que j'insiste, l'identité culturelle, fondement de l'identité nationale. Vous avez raison. Voilà. Et je pense aussi que vous avez approché plusieurs chouyours, on va dire, de cette art, qui généralement sont très avares d'informations, on va dire. Ils ne le sont pas. Je vous promets, il suffit de demander. Il suffit de demander et on vous répond avec toute la gentillesse. Généralement, ils protègent ceci non, ils sont précieusement. Dans la transmission. Ils sont dans la transmission. Il suffit de savoir comment demander. On n'est pas là sur un temps impératif. On est là, on élève. On vient apprendre de nos chouyours. Et j'ai approché beaucoup de chouyours de l'équitation traditionnelle algérienne. J'imagine qu'en tant que femme, c'est pas évident parce que ça reste quand même un milieu d'hommes. Un exercice composé essentiellement d'hommes, on va dire. Un monde patriarcal. Donc vous êtes imposé, on va dire, dans ce milieu. Je vous assure que j'ai été accueillie comme une fille, comme une sœur, comme une mère à tous les niveaux. Et j'ai pris plaisir à travailler dans ce milieu-là et j'ai pris plaisir à m'intégrer, à me sentir chez moi. C'est aussi ça la beauté de l'Algérie aussi. Tout à fait, c'est une aventure humaine. Pour moi, c'est un travail qui était plus une aventure humaine qu'autre chose. J'apprenais. Et à chaque fois qu'on décidait de m'ouvrir les portes et de se livrer, de me donner une part de notre identité, de me la raconter, je m'empressais de transcrire cette oralité j'écrivais, c'était une retranscription de ce que me donnait. Je me sentais dépositaire aussi, pas de l'art, parce que moi je ne l'exerçais pas, mais comme si c'était une responsabilité morale de retranscrire ce qu'on me disait. Je me disais qu'il y avait cette oralité qui était menacée par les temps modernes. Je sentais
cette urgence à retranscrire tout cela. C'est vrai. Maintenant, j'aimerais un peu parler de votre processus créatif. On a un peu parlé de travail de recherche, mais il y a aussi l'aspect plastique, on va dire, de l'ouvrage, qui est génial et qui, pour moi, mérite qu'on s'y attarde un peu, notamment l'intensité de vos clichés, parce que déjà, la tonalité de couleur, ça ne ressemble pas, ce n'est pas du noir et blanc, ça ressemble à du sépia, c'est presque, on dirait que c'est tiré d'un film expressionniste allemand. Oui. Donc, je ne sais pas si ça a joué un rôle dans votre processus de création ou ça a influencé votre travail. Oui. Vous êtes très pertinent sur cela parce que chaque artiste a un langage esthétique. Maintenant, on va revenir à mon langage esthétique. Mon langage esthétique n'est pas dans la folklorisation des choses. Je ne suis pas dans l'exagération des couleurs, des odeurs. Non, je suis dans une recherche d'épure. C'est-à-dire que c'est un structuralisme esthétique que je recherche. Et j'essaye d'enlever toutes les fioritures et de ne garder que l'essentiel, l'essence de la chose. Et j'estime que la photographie est quelque chose de très subjectif quand on apporte un univers très développé autour. Seulement, elle peut être la plus objective de toutes les subjectivités quand on enlève. Donc je suis dans le Bauhaus, ça reste less is more, peut-être que c'est ça. Moins j'en fais et plus j'ai l'impression que ça restitue une réalité. Moins j'enlève de ma personne, mais je garde mon esthétique, mais j'enlève de ma subjectivité, plus j'ai l'impression que ça va parvenir tel que c'est vraiment. Et après, à tous les gens qui reçoivent cela, de rajouter leur fantaisie. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose qui est, c'est pas comme des questions fermées, oui ou non. Ça laisse une marge à la fantaisie de celui qui la reçoit, à son esthétique. Ça lui laisse cette possibilité d'engager une connexion avec l'œuvre. Et c'est ça qui était très important. En fait, pour l'anecdote, je vais vous faire rire. À première vue, j'avais cru que c'était une peinture. C'est tellement travaillé sur les couleurs, sur le brouillard, sur la poussière, etc. Celle-ci n'est pas travaillée. C'est pour ça que je l'ai Justement, mise. Elle n'est pas travaillée. J'avais en aucun cas deviné que c'était. Ouais. En fait, pour vous dire, j'avais cru que c'était une peinture de Hansizienne. Oui, parce que... Donc je lui dis, c'est bien, ça elle lui a rendu hommage, mais finalement je dis, non, c'est une véritable photographie. Ça c'est une peinture à moi. Après j'en ai fait une peinture propre à moi que j'avais exposée il y a quelques années sur ma propre photographie. Et moi dans ma démarche artistique, je ne spolie pas l'univers de mes confrères artistes parce que chaque artiste a son univers. Donc c'est ce qui m'a amené justement à la Fantasia, c'est à partir de mes propres photos, je peins. C'est ça. Pour garder justement l'instant. Parce que peindre une scène comme ça avec la vélocité de l'action, c'est quasiment impossible. Les membres labiles des équidés est tellement rapide que je n'arriverai jamais à le fixer dans ma tête. C'est un exercice difficile. Exactement. Capter l'instant. Donc il me fallait cet outil, ce médium, parce que c'est un médium artistique aussi. La photographie pour moi est comme un pinceau, mais c'est au besoin. C'est le sujet qui nous dicte quel médium utiliser et quel mode d'expression utiliser. Et moi, sur la vitesse de ces exercices équestres, cet art équestre, qui est éphémère. Au fur et à mesure qu'il se déroule, il touche à sa finitude. Donc je n'arrivais pas à fixer dans ma tête une scène chasser une autre et je n'arrivais pas à fixer une image. C'était une idée que j'avais. C'était vraiment cet esprit de noblesse, comme vous avez dit. Le mouvement. Et moi, je voulais capter. Justement, ce mouvement, cette dynamique du mouvement m'a toujours impressionné dans votre ouvrage parce que là où plusieurs préfèrent se retirer et opter pour le grand angle et pour le large pour capter justement cette immensité de la photographie. Moi, je voulais être à l'intérieur. Beaucoup plus viscéral, beaucoup plus intimiste. Vous êtes à côté d'eux, donc vous captez même les émotions. Je capte la poussière, je capte les sabots des chevaux parce que des fois ça vous donne un coup de sabot assez violent. Et je voulais être à l'intérieur de l'action. Je voulais vraiment raconter la Fantasia depuis l'intérieur. C'était ça qui me touchait, depuis sa structure, depuis son épure. Je ne voulais pas ce qu'il y avait comme fioriture, je voulais l'essence. Et sur le troisième volet justement de ce livre, il y a
Une partie qui me tient à cœur. La première partie est une recherche historique. La deuxième partie, c'est une recherche socio-culturelle sur le glissement de l'utilité de cette équitation classique. La troisième partie est une partie très esthétique. C'est une analyse labanienne du mouvement dans la fantasia. Le lexique labanien n'a jamais été utilisé sur les arts traditionnels. Laban, c'est le ballet russe, c'est le mouvement, c'est la création de l'espace par le mouvement. Et c'est ce que j'ai vu, moi, dans ces fantasias. C'est comment l'espace de cette œuvre se créait au fur et à mesure que l'œuvre avançait, elle se réalisait. Et je me suis dit, pourquoi ne pas tenter cela? Cette analyse-là me tenait à cœur. Et à travers ce lexique labanien, à travers une culture matérielle et immatérielle du geste de l'art, parce que l'art, c'est l'art et la technique. Et à force de répéter cette technique, on efface la difficulté qui est la difficulté du technicien pour arriver à l'art. On ne voit plus la difficulté. Et à ce moment-là, il fallait travailler autour d'une culture matérielle, un geste qui a été bâti autour de l'outil qui est soit l'arme à feu, soit le fer, la menthe. Il y avait tout ça qui dictait la gestuelle des cavaliers. Et pour arriver à décortiquer, analyser la gestuelle justement du cavalier, et aussi le mouvement des membres labiles des équidés, et traiter tout cela comme une matière chorégraphique, il fallait vraiment la figer. Oui. Ensuite, la défiger grâce à un lexique labanien. Voilà. Un travail remarquable et dont j'invite tous nos téléspectateurs à se le procurer. Il n'est pas facile à trouver d'ailleurs, par contre. Fédération. Allez à la fédération. Par contre, en termes de distribution, il est à délicat. Alger, mais pas au Rhin, malheureusement. Malheureusement, parce que déjà, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal pour le trouver. C'est vrai, il fallait aller directement à la Mais fédération. c'est un ouvrage qui se mérite, en tout cas. C'est un ouvrage dont il faut faire l'effort. Merci aussi à vous, Madame Lila Boutami, d'avoir accepté notre invitation pour venir parler de ce beau sujet et pour nous éclairer sur le sujet de la fantasia. J'espère vous revoir très bientôt, Inch'Allah. À très prochainement, Inch'Allah. Merci aussi à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans un nouvel épisode avec un nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.